Bonjour, suite de notre campagne d'Adventures in Middle-earth. Si nous avons doucement entamé la Mirkwood Campaign avec le précédent scénario, nous en sommes encore pour l'essentiel au prologue que constitue la mini-campagne de Wilderland Adventures. Vous trouverez sur l'article du blog le lien pour remonter au début de la campagne si vous le souhaitez. La présente séance correspond à la deuxième partie du scénario de Wilderland Adventures intitulé Kinstrife and Dark Tidings, qu'on trouve page 37 à 58 du supplément. À noter, je me suis référé pour la version française au supplément Contes et légendes des terres sauvages pour l'anneau unique, où le scénario original avait été traduit sous le titre Fratricide des mauvaises nouvelles, page 42 à 63. Il y avait 5 joueurs qui incarnaient Agariel, une Dunedaine, vagabonde chasseuse d'ombre niveau 3, Aldamar le laconique, un homme des bois, protecteur frontalier niveau 3, Frédégar Sanglebuc, un hobbit de la comté, protecteur héros niveau 3, Jorin, un bardide, chasseur de trésors espion niveau 3, et enfin, Narvi, un nain du mont solitaire, frère d'armes, maître d'armes, niveau 3. Pour la bande originale, je ne suis pas allé chercher bien loin, j'ai utilisé les compositions de Howard Shore pour la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. La plupart des illustrations sont empruntées aux gammes de l'anneau unique et d'Adventures in Middle-earth, mais j'en ai aussi shippé à l'excellent compte-rendu de campagne très détaillé pour l'anneau unique, signé Ego, que vous trouverez sur le forum Cassius No et vous en aurez le lien dans l'article. Pour ceux que ça intéresserait, vous trouverez également sur la chaîne l'enregistrement brut ou actual play de la séance et je vous en donnerai le lien en dessous. Mais en voici autrement le compte-rendu tel que je l'avais écrit. Les compagnons sont toujours au village de Pierreguet. Ava leur a dit qu'ils pourraient passer la nuit dans la maison d'Odéric. Narvi soumet leur logis à une investigation poussée en cas d'indices qui pourraient leur en apprendre davantage sur le fugitif et éventuellement ses allées et venues. Hélas, c'est en vain, rien de bien révélateur ne saurait être déniché ici, sinon l'assurance que personne n'y est passé depuis fort longtemps. Odéric est bien repassé par Pierreguet pour une ultime discussion avec Brunhilde, mais il n'a pas couru le risque supplémentaire de retourner chez lui. La veuve éplorée, interrogée à ce propos par Agariel, dit ne pas connaître véritablement d'endroit où Odéric aurait pu se cacher dans les environs, et elle n'a presque jamais franchi l'Anduin, même s'il est tout proche. Il n'y a pas vraiment de tradition de maison commune à Pierreguet, peut-être un héritage d'une civilisation antérieure, mais la maison de Heartwolf remplit occasionnellement un rôle similaire. Quand les compagnons s'y rendent, plusieurs villageois, sous la supervision d'Ava, s'affairent à préparer le repas. Sans doute s'attendaient-ils à ce que leurs visiteurs viennent, et si l'hospitalité n'est visiblement pas une valeur cardinale à Pierreguet, ces Béornides ne laisseront pas les voyageurs se débrouiller sans un bon repas. Helmgut et Brunhilde ne sont en revanche pas présents. Jorin essaye de tirer les vers du nez à Heartwolf, mais l'ancien du village, si bien des choses indiquent qu'il a été un grand guerrier en son temps, a sombré depuis longtemps dans le gâtisme. On l'honore pour son âge, parce que les anciens sont sages, c'est notoire, ou bien ils sont fous et c'est une forme de sagesse. C'est en vérité sa fille Ava qui gère les affaires du village, tandis que Heartwolf marmonne des choses étranges dans sa barbe. Le vieil homme n'a pas l'air de porter grand monde dans son cœur. Brunhilde, Odéric, Ratfik, Helmgut, Beorn même, il a des récriminations contre tous. Ava intervient pour pondérer ses propos devant les voyageurs et même l'inciter à se taire, avec plus ou moins de succès. Mais il est difficile d'en obtenir un discours cohérent de toute façon. Jorin aimerait s'entretenir également avec Helmgut, mais Ava le lui déconseille formellement. Le pauvre homme a beaucoup souffert. Son gendre est mort, son fils adoptif est l'assassin, sa fille ne veut plus lui parler. Depuis le drame, il passe son temps à boire et il a l'alcool mauvais, violent même. Déjà qu'il a menacé plusieurs villageois de sa hache, il risquerait clairement de se montrer d'autant plus agressif à l'encontre d'étrangers venant remuer son malheur, même s'il serait sans doute trop ivre pour se montrer véritablement dangereux. De toute façon, l'interroger n'apporterait rien aux compagnons et certainement rien de bon non plus au pauvre homme. Tandis qu'Aldamar et Frédégar cherchent à en apprendre davantage sur Ratfik, un homme globalement apprécié aux multiples talents, les villageois ne savent pas très bien d'où il venait, de l'ouest, très certainement, probablement de quelques petites communautés sur les contreforts des monts Brumeux, peut-être vers Castelpic. Pendant ce temps, donc, Agariel demande à Heartwolf et à Vas s'ils ne sauraient pas où Odéric aurait pu se cacher dans la région. La ferme des vrais parents du fugitif, située sur la rive est de l'Anduin, n'est pas une piste crédible. Mais comment peut-on traverser la grande rivière à Pierreguet ? Il y a des embarcations. Ava pâlit, elle n'avait pas fait le lien, mais doit maintenant confesser qu'une de ces barques a visiblement été empruntée par un inconnu 2 ou 3 nuits plus tôt. Quand les villageois s'en sont rendus compte, au matin, ils n'ont pas eu à la chercher bien loin, elle se trouvait sur l'autre rive, et les villageois ont pu la ramener sans y prêter davantage attention. Ils n'ont pas eu la curiosité de chercher des traces de l'indélicat. Pour Agariel, Ava est sincère, mais elle suppose que les villageois, plus ou moins consciemment, avaient probablement établi le lien avec Odéric, seulement ils ne voulaient plus entendre parler de la honte du village. Aussi ne se sont-ils pas montrés très rigoureux ni loquaces à cet égard. Ceci étant, tous les villageois ont leur opinion sur ce qui s'est passé.
Si beaucoup demeurent fermés face aux enquêteurs étrangers dépêchés par Beorn, d'autres, surtout après quelques pintes d'hydromel, se montrent plus loquaces. Mais la teneur de leur récit varie fortement. Si tous sont d'accord pour dire qu'Oderic a tué Radfik et que cela justifie sa condamnation, certains dénigrent violemment le meurtrier, qui a toujours été une petite brute colérique, mais d'autres lui cherchent des excuses. Radfik est parfois présenté comme une pure victime, et il est généralement regretté, mais d'autres villageois dressent le portrait d'un type assez désagréable au fond, qui avait effectivement spolié Oderic de bien des choses, et se montrait au mieux méfiant, au pire carrément mesquin, voire cruel, à l'encontre de son rival. Brunhilde est le plus souvent une épouse aimante et fidèle, mais d'autres l'évoquent comme une traînée incestueuse, voire la grande responsable de tout ça. Quant aux circonstances exactes du drame, elles sont inconnues, ce qui ne favorise que davantage les fantasmes. Bien des villageois disent aux compagnons ce qui s'est passé exactement, à ceci près qu'ils n'en savent absolument rien, et n'ont absolument rien pour appuyer leur dire. Agariel ne pense pas qu'ils en apprendront davantage. Elle propose de se retirer dans la maison d'Oderic pour la nuit. Méfiants et désarmés, les compagnons établissent un tour de garde, et au cœur de la nuit, Jorin s'éclipse pour une petite escapade nocturne. Le petit village est profondément endormi, il n'y a personne dehors. Jorin est convaincu que personne ne les surveillait. Il n'y a pas de garde à la porte d'entrée du village, par ailleurs. La seule maison où il y a de la lumière est celle de Helmgut. Jorin s'en approche, mais ne parvient pas à distinguer le moindre bruit à l'intérieur. Après quelque temps d'hésitation, le Bardite choisit de ne pas courir de risque et retourne discrètement à la maison d'Oderic. Il n'y a pas le moindre incident durant la nuit. Au petit matin, Agariel demande à ceux qu'on les conduise au barque pour qu'ils étudient les lieux et traversent l'Anduin. Dans ces circonstances particulières, les villageois n'exigeront pas de paiement pour ce service. Williferd est toujours aussi nerveux, mais il rend leurs armes aux compagnons avec un regard noir, la main toujours prête à sortir sa hache. Agariel glisse un mot à l'oreille d'Ava. Ce jeune homme n'est pas fait pour ce poste, il pourrait se montrer dangereux. La jeune femme adopte instinctivement une mine outrée, n'appréciant pas qu'on s'immisce dans les affaires du village, mais cela n'a qu'un temps. Dans un soupir, elle admet que la Dunedain a raison, ajoutant que c'était le même problème avec Oderic. Les deux jeunes gens sont de bons guerriers, mais pas des meneurs d'hommes, pas non plus des gens qui inspirent la confiance, et certainement pas des combattants avisés en même temps que diplomates, prêts à mettre de côté leurs impulsions les plus agressives pour le bien du village. Ava a plus de respect pour Williferd que pour Oderic, qu'elle méprise viscéralement, mais à demi-mot, elle semble reconnaître qu'un nouvel incident est peut-être à craindre. Les compagnons traversent l'Anduin, et on leur indique l'endroit où les villageois ont retrouvé la barque sans doute empruntée par Oderic. Agariel, avec l'assistance de Narvi, étudie les lieux et en vient même à coller son oreille à la terre pour en écouter la rumeur. La vagabonde trouve plusieurs indices témoignant de ce qu'Oderic s'est rapidement éloigné des berges de l'Anduin pour progresser à l'intérieur des terres. Il avait établi un campement un peu plus vers l'ouest, et les compagnons trouvent sans problème les restes d'un foyer, bien conçu mais pas dans l'optique de se cacher. Le fugitif un peu nonchalant s'est même débarrassé dans les cendres de la lame brisée d'un couteau autrement de belle facture, et qui appartenait probablement à Mérové ou à Odon. On n'y avait pas prêté attention chez Beorn parce que ça n'était pas bien important. D'autres traces désignent alors la direction du sud-sud-ouest. Agariel incite les compagnons à presser le pas, ils ont du retard à rattraper. Ils ne peuvent cependant pas progresser à marche forcée car ils ne savent pas vraiment où ils vont et doivent régulièrement interrompre leur progression pour relever les marques du passage d'Oderic. La vagabonde ne connaît pas spécialement la région, mais elle est coutumière de ce genre d'environnement, ce qui permet à la compagnie d'avancer relativement vite et sûrement. Après plusieurs jours de marche, sans rencontrer ni même apercevoir quiconque, les terres à l'ouest de l'Anduin sont encore plus sauvages qu'à l'est, parfois un peu marécageuses, guère propices à l'installation permanente de manière générale. Après donc plusieurs jours de marche et des indices réguliers de ce qu'ils sont sur la bonne piste, les compagnons arrivent à l'orée d'un bois de bonne taille, un peu au nord des champs d'iris. Agariel y remarque quelque chose qui échappe à ses camarades, les signes d'un combat qui a dû avoir lieu 1 ou 2 jours plus tôt. La Dunedain est convaincue qu'ils ont pour partie rattrapé leur retard. De l'herbe piétinée, les échardes d'un bouclier, une tête de lance brisée, ils parviennent à se figurer une image assez claire de ce qui s'est produit. Le combat a opposé un homme seul à un petit groupe de 3 ou 4 personnes. Le premier s'est sans doute bien battu, mais il a fini par être submergé par le nombre et fait prisonnier, avant d'être entraîné dans la forêt au sud. Jorin, à l'orée du bois, découvre vite diverses traces d'un groupe bien plus conséquent, plusieurs dizaines de personnes, qui est passé par là. Mais le Bardite comprend autre chose. Ces inconnus n'étaient pas dans leur élément. Il ne s'agissait clairement pas d'hommes des bois, en tout cas. Des arbres ont été mutilés n'importe comment pour récupérer du bois de chauffe, il n'y a pas un seul animal à chasser à des lieux à la ronde, etc. Il s'agissait sans doute d'hommes, cependant, pas d'orques. Des hors-la-loi venus d'ailleurs, peut-être. La compagnie s'engage plus avant dans la forêt en prenant ses précautions. Jorin part en éclaireur, avec quelques heures d'avance sur la compagnie, mais il ne se montre pas aussi discret qu'il le souhaiterait.
Il réalise un peu tard qu'une patrouille rôde dans les environs, composée de 2 lanciers et 2 archers aux aguets. Leur équipement est disparate et ils n'ont clairement pas l'allure d'hommes des bois. Or, comme il se doit, le Bardide fait craquer une brindille au mauvais moment. Les guerriers ne l'ont pas encore repéré, mais ils ont clairement entendu ce bruit et scrutent la forêt alentour. Il ne tarde guère ensuite à localiser l'éclaireur. Ils avancent sur lui en l'interpellant et en le menaçant de leurs armes. Un des archers, sans doute le chef de la patrouille, accuse Jorin d'espionnage, mais il relève aussi que le Bardide a l'air riche au vu de sa tenue. Le chasseur de trésors décide de jouer la comédie, le voyageur égaré. Il faisait partie d'une caravane de marchands à destination de Castelpic, mais elle a été attaquée par des bêtes sauvages. Une caravane de marchands? Un des lanciers, visiblement pas le plus finaud, lâche aussitôt Ça va intéresser Walter. L'archer lui intime de se taire, mais il demande aussi à Jorin de lui en dire davantage. Le récit du Bardide est confus et guère convaincant. Par chance, les patrouilleurs ne sont pas bien malins et semblent disposés à le croire. Le lancier est le pire de tous qui ne sait pas s'il faut tuer Jorin sur place ou l'emmener. L'archer met un terme à la discussion. Le Bardide a besoin qu'on le guide pour qu'il puisse quitter cette forêt. Il n'a qu'à les suivre, ils vont faire ça. Les patrouilleurs dépouillent Jorin de ses armes et de sa bourse. Il ne fait pas le moindre geste pour se défendre, il sait que ça serait perdu d'avance. Et ils partent avec leurs prisonniers au plus profond de la forêt. À l'orée du bois, les compagnons sont inquiets. Cela fait beaucoup trop longtemps que Jorin est parti, ça n'est pas normal. Il leur faut avancer. Agariel relève bientôt des traces de ce que des patrouilles rôdent dans les environs, si elle ne saurait dire selon quel rythme et de combien d'individus. La compagnie n'était pas très discrète, mais elle a pu, par chance, se faufiler sans faire de mauvaises rencontres. Les coupes dans les bois laissent supposer que les compagnons sont maintenant assez près d'un campement et de bonne taille, en plein cœur de la forêt, ce qui saute aux yeux d'Aldamar, lequel avait également trouvé l'endroit où Jorin avait été capturé, le Bardide ayant pu leur laisser un signe en échappant sa broche en forme d'ours. La nuit tombant, les héros peuvent bientôt repérer des feux de camp, une bonne quinzaine. Jorin a été emmené par la patrouille dans ce grand campement de hors-la-loi. Il estime qu'il y a au moins une bonne 50aine de guerriers et d'archers et autant d'esclaves sous leur domination. Leur accoutrement ne permet pas aux Bardides d'en savoir davantage. La patrouille conduit Jorin au centre du camp. Là, son regard est forcément attiré par un homme colossal arborant une grande hache qui en impose et qui est visiblement le chef de la bande, le nommé Walter, donc. Les hors-la-loi de sa suite observent Jorin avec un rictus cruel. Mais juste à côté de Walter, un jeune homme a l'air bien plus indécis. Il n'a rien du caractère menaçant des hors-la-loi et donne l'impression de ne pas vraiment savoir ce qu'il fait là. Il n'a pas l'air d'un prisonnier pour autant. En chemin, Jorin a pu constater que nombre d'esclaves étaient enchaînés. Walter invite Jorin à s'asseoir devant lui. Les patrouilleurs le jettent pour ainsi dire au sol. Le chef s'adresse à lui. Il y a une affectation de noblesse un peu compassée dans son expression qui tranche sur la rudesse de hors-la-loi. « Dites-moi, nous avons un invité. » Walter le dévisage longuement. Puis, ses vêtements. Ils viennent de l'Est, n'est-ce pas? De Dal. Jorin acquiesce. Walter explique que lui aussi vient de Dal, d'une certaine manière. Comment se passent les choses là-bas depuis que l'usurpateur a pris le pouvoir? Ce qualificatif étonne le Bardide, mais il ne le relève pas. Walter se présente. Jorin lui répond s'appeler Leafstan. Ce nom d'emprunt ne trompe visiblement pas son interlocuteur qui se contente de sourire. Le chef hors-la-loi explique alors que son ancêtre, Valind, était un chevalier de la suite de Girlion, avant que le dragon ne fonde sur Dal. Les choses ont mal tourné ensuite. Son ancêtre a vadrouillé un peu partout, son fils de même, et ainsi, après bien des pérégrinations, on en est arrivé à lui, qui n'est pas très satisfait que le pouvoir là-bas ait échu à un archer chanceux. Il se moque de l'ascendance de Bard qu'il suppose infondée et considère que nombreux sont ceux qui auraient en vérité bien plus de titres à gouverner la ville, dont lui, de toute évidence. Le pouvoir coule dans mes veines, pour ainsi dire. Jorin Leafstan fait le bonnet complaisant. Certes, Walter est d'une majesté qui saute aux yeux et qui en dit long. Le chef hors-la-loi l'en remercie, ajoutant que ces sujets, comme il désigne les hors-la-loi alentour, ne se montrent pas toujours aussi perspicaces, sans même parler de courtoisie. Ils sont un peu sauvages. Bon prince, il ne leur en veut pas, ce sont de braves gens. Les brigands qui assistent à la scène ne se sentent visiblement pas méprisés, ils rient de bon cœur, sardoniquement. Et après tout, c'est en s'appuyant sur eux qu'il pourra bâtir son propre royaume ici même, en attendant de l'étendre ailleurs, car un jour il retournera à Dal, à la tête d'une armée. D'ici là, nous verrons bien ce que nous pourrons faire ici. N'est-ce pas, Odéric? Dit-il en posant lourdement sa main sur l'épaule du jeune homme indécis à ses côtés, qui ne sait visiblement pas comment réagir. Jorin Leafstan se montre plus servile que jamais. Il apparaît clairement que tous ces guerriers suivraient Walter jusqu'au bout du monde et braveraient la mort pour lui, ce qui est admirable. Walter acquiesce. Tout à fait. Je suppose que je bénéficie d'un certain magnétisme auquel il se montre réceptif. La réputation, voyez-vous, est essentielle en ces matières. Figurez-vous qu'il me surnomme le sanguinaire. J'imagine que cela incite à obéir à mes ordres.
Les hors-la-loi éclatent de rire. Cela n'est sans doute pas un nom très approprié pour un roi établi, mais pour un roi en devenir, c'est plus qu'à propos. Walter interroge son invité sur son passé et sur le récit très confus qu'il a fait à ses patrouilleurs. Jorin Leafstan mêle des éléments authentiques dans sa narration pour la rendre plus crédible, tout en sachant que Walter n'est pas un imbécile crédule et qu'il ne gobe pas ses mensonges. Il en ressort que le prétendu voyageur égaré est en fait un homme plein de ressources qui est parti à l'aventure, ce qui plaît au chef brigand. Du moins ce qu'il dit. Quand le chasseur de trésors en a fini, Walter se lève et demande à l'assistance « Que faisons-nous de ce monsieur Leafstan? Le laissons-nous en vie ou nous amusons-nous avec ?» Pendant ce temps, les compagnons approchent discrètement du camp. Narvin n'étant pas très doué pour cela, il reste un peu en arrière. Quand ils arrivent à l'orée de l'installation, sans encombre, l'agile et discret Fredegar grimpe dans les arbres pour en avoir un aperçu plus conséquent. Il y a bien une centaine d'individus, dont au moins la moitié est en mesure de se battre, les autres étant très visiblement des esclaves appartenant individuellement à tel ou tel brigand. Ils ne sont pas parqués ensemble dans une prison. Les patrouilles sont erratiques, mais il y en a plusieurs, certaines proches du camp, d'autres, comme celle qui a capturé Jorin, plus éloignées. Elles témoignent tout de même d'une organisation plus rigoureuse que pour une vulgaire bande de brigands, ne serait-ce que parce qu'elle se compose systématiquement de 2 lanciers et 2 archers. Il lui faut s'approcher davantage pour en apprendre plus. Le hobbit aventureux prend ce risque en naviguant dans les branches. Le camp a été établi dans une clairière brutalement agrandie. La bande est faite de briques et de brocs. Les hors-la-loi sont d'origine très diverses, ce qui ressort de leur équipement, de leur comportement, de leur accent. Leurs esclaves, en revanche, sont probablement pour l'essentiel des locaux, hommes des bois ou peut-être même béornides. Au centre du camp, devant une sorte de petite place dégagée, il y a une tente bien plus grande que les autres et davantage ornementée. Tout indique que c'est celle du chef. Et, en plissant les yeux, Fredegar reconnaît Jorin, soumis à l'interrogatoire du chef. Le hobbit se replie pour rejoindre ses camarades et leur faire son rapport. Agariel et Aldamar sont furieux à l'idée de ce que ces brigands ont des esclaves, mais ils savent maintenant où est Jorin. Que faisons-nous de ce monsieur Leafstan? Le laissons-nous en vie ou nous amusons-nous avec? Walter et Hilar avancent que leur invité aurait peut-être une suggestion à faire à ce propos. Leafstan vante ses qualités, il pourrait se montrer utile. Il est effectivement un homme plein de ressources, il se débrouille avec un arc, et la perspective d'un changement politique à Dal pourrait l'intéresser. Walter acquiesce, mais affirme que son sort dépendra du choix de la communauté. Que fait-on de cet espion? Leafstan s'offusque. Il n'est pas un espion. S'il avait su ce qui se cachait dans cette forêt, il ne s'y serait pas aventuré. Mais ses explications sont couvertes par les suggestions de la communauté. On pourrait le rôtir, on pourrait le pendre, on pourrait en faire une cible pour s'entraîner au lancer de couteau. Cependant, le lancier idiot a entendu les propos de Leafstan et les a, semble-t-il, jugés concluants, et d'autres se mettent à penser comme lui, ça ne peut pas être un espion. Walter, lui, n'est pas crédule de toute évidence. D'un geste ample, il obtient le silence. L'affaire est compliquée, il me faut me retirer auprès de mon conseiller le plus avisé en ces matières. Walter pénètre dans sa tente et, tout le temps qu'il reste à l'intérieur, un silence de mort plane sur le camp. Les brigands sont dans l'expectative et n'osent pas prononcer le moindre mot. Jorin entend le hors-la-loi discuter avec quelqu'un à l'intérieur de la tente, mais ne perçoivent pas la voix de son interlocuteur, et les paroles de Walter sont étouffées par la toile, impossible à distinguer. Puis Walter ressort de la tente. C'est fâcheux. Mon conseiller n'a pas vraiment d'opinion concernant M. Leafstan, si c'est bien ainsi qu'il s'appelle, et je ne le crois pas un seul instant. Il est un espion. Que devons-nous faire des espions? Mais avant que les hors-la-loi de l'assistance ne répondent à leur chef, Odéric, juste alors très hésitant, visiblement mal à l'aise en fait, intervient. Mais justement, Walter, si c'est un espion, il vient probablement de Pierreguet. Il doit savoir ce qui s'y est passé récemment, plus récemment que moi. Il pourrait nous apprendre des choses très utiles pour attaquer le village. Jorin comprend sans peine que l'intervention d'Odéric n'a pas d'autre raison que de lui sauver la vie. Des hors-la-loi ont pu prendre ses paroles au premier degré, mais certainement pas Jorin, ni Walter, et Odéric le sait probablement. Le chef regarde Odéric en souriant. Un point de vue intéressant, cher ami. Oui, vous devez avoir raison. Je suis ravi que vous ayez intégré notre petite compagnie. Il donne l'ordre au patrouilleur qui avait capturé Jorin de le conduire dans une tente pour la nuit et de monter la garde devant. Ailleurs, Aldamar aimerait informer ses compatriotes de Castelpic de la présence de cette troupe de hors-la-loi. Mais même à marche forcée, il faudrait bien 3 jours, ne serait-ce que pour s'y rendre, autant pour en revenir. Et le sort de Jorin pourrait être décidé bien avant. L'homme des bois ne connaît pas de communauté plus proche, la région est très sauvage, tout spécialement cette forêt, sans même parler des champs d'iris au sud. Il leur faut agir maintenant. Se faire passer pour des esclavagistes ou des brigands désireux d'intégrer la bande ne tromperait sans doute personne aussitôt après la capture de Jorin. S'infiltrer dans le camp demeure la meilleure option pour l'heure, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire tous ensemble. Les compagnons finissent par décider d'envoyer le discret Fredegar dans le camp pour libérer Jorin, après quoi ils aviseront.
Il faut d'abord déterminer où se trouve Jorin. Son interrogatoire sur la place s'est achevé. Plusieurs des hors-la-loi sont allés se coucher et les patrouilles semblent un peu moins fréquentes, mais il y en a toujours. Mais Fredegar parvient à repérer la tente où est gardé Jorin. Du moins le suppose-t-il, car cette tente, un peu à l'écart sans être à proprement parler à la lisière, est gardée par un lancier et un archer, et c'est la seule dans ce cas. Mais le hobbit, à ce moment précisément, constate que le jeune homme qu'il avait vu aux côtés du chef hors-la-loi s'approche de cette tente, échange quelques mots avec les gardes, puis pénètre à l'intérieur. Odéric pénètre donc dans la tente où est enfermé Jorin, ligoté. Le jeune homme s'assied sans dire un mot. Jorin finit par lui demander en chuchotant ce qu'il fait ici. « Ce serait plutôt à moi de vous poser cette question. Vous venez de Pierreguet, c'est ça ?» Jorin l'admet. « Je m'en doutais. Alors, c'est quoi l'idée? Vous êtes venu me chercher pour me ramener au Carrock où je serai jugé et condamné ?» Jorin concède que Beorn le recherche, mais son histoire a l'air plus compliquée qu'il n'y paraît. Odéric l'invite à en dire davantage sur ce qu'il sait ou croit savoir, mais il glisse aussi « Vous vous rendez bien compte que je vous ai sauvé la vie. Alter n'est pas surnommé le sanguinaire pour rien. » Jorin en est bien conscient et choisit de faire confiance à Odéric. Ils reprennent ensemble l'histoire depuis le sort de Mérové et Odon. Odéric déplore sincèrement ce qui leur est arrivé, même s'il le conduisait au Carrock où il serait probablement condamné à mort ou au mieux à l'exil. Mais il n'y est pour rien. Les orques ont abattu les deux Béornides et par chance ils ne l'ont pas repéré lui. Il y a vu une seconde chance à saisir. Patientant après le départ des orques, il a défait ses liens avec l'épée de Mérové et, par réflexe, il a pris la route de Pierreguet. Mais il s'agit maintenant de parler du meurtre de Radfik. Odéric comprend sans peine que Jorin a parlé avec Brunhilde. Que lui a-t-elle dit? Le ton de cette question n'a rien de menaçant, il est plutôt angoissé et a visiblement honte de ce qui s'est passé. Il confirme le récit de Brunhilde. Il était allé la voir pour lui dire qu'il comptait quitter le village. Il n'avait certainement pas l'intention de tuer Radfik. Il ne l'aimait pas, il ne prétendra pas le contraire. Radfik l'avait supplanté partout. Mais il ne voulait pas faire couler le sang. C'était un accident, une bagarre qui a mal tourné. Mais il ne niera pas le fait, il a bel et bien tué Radfik, ce qui lui vaudra d'être condamné pour fratricide. Jorin avance qu'en expliquant à Beorn qu'il s'agissait bel et bien d'un accident, il pourrait écoper d'une peine allégée. Mais Odéric n'y croit pas. Tout le village parlerait contre lui. Ils ne l'ont jamais aimé à Pierreguet. À part Brunhilde, peut-être Helmgut. Il n'était que trop heureux de me balancer à Beorn pour que cet homme qui ne m'avait jamais vu et ne savait rien de moi décide de mon sort. Jorin comprend tout cela. Mais il demeure étonné par autre chose. Que fait donc Odéric au milieu de ces brigands? Oui, il a bien conscience qu'il lui a sauvé la vie, mais justement... Odéric explique que Walter et ses hommes l'ont capturé peu ou prou dans les mêmes circonstances que Jorin. Mais quand il est arrivé au camp, Walter a pris soin d'écouter son histoire, une chose qu'il n'avait à peu près jamais connue à Pierreguet et qu'il n'espérait plus désormais. Les hors-la-loi étaient menaçants, mais Walter ne leur a pas demandé leur avis. Il m'a proposé de rejoindre sa bande. Je ne pouvais rien espérer de mieux. Pourtant, Jorin comprend bien qu'Odéric est différent de ces brigands, et il le fait remarquer assez brusquement. Servir un hors-la-loi sanguinaire aux ambitions mégalomanes? Vivre dans ce camp rempli d'esclaves? Cela n'y ressemble pas, Jorin en est convaincu. Malgré ce qui s'est passé à Pierreguet, le bardite comprend qu'Odéric a un certain sens moral, et qu'il n'apprécie rien de tout ça. Cependant, c'est Odéric qui s'aveugle. Il semble persuadé, malgré tout, ou du moins fait-il beaucoup d'efforts pour s'en persuader, que Walter est un homme bien, et un meneur d'hommes, ce dont on a bien besoin ici. Il m'offre une chance de briller, de devenir à ce à quoi j'ai toujours aspiré, un grand guerrier. Je ne suis pas venu vous parler pour le trahir, je voulais seulement savoir quand on me laisserait en paix pour ce qui s'est passé. Jorin sent qu'il a brusqué Odéric et semble même comprendre à certains égards sa situation. Reste que la vie qu'il attend ici n'est pas la sienne, n'est pas honorable. Ce n'est pas le destin d'un guerrier qui se profile devant lui, mais celui d'un brigand tranchant des gorges pour quelques pièces. Il vaut mieux que ça. Jorin fait appel aux traditions, aux modèles de héros perpétués par les chansons. Une approche qui ne laisse pas Odéric indifférent. Il est visiblement empli de doutes. Au fond de lui, il sait que Walter est un homme mauvais et que marcher dans ses pas n'aura jamais rien d'honorable. Mais en même temps, il se sent redevable, ne serait-ce que parce que Walter l'a écouté. Les paroles de Jorin le touchent visiblement, l'évocation de Brunhilde aussi. Le bardite comprend qu'il suffirait de pas grand-chose pour que le jeune homme admette la vérité et rejette Walter et le destin que le brigand lui a offert. Pour le moment, toutefois, Odéric demeure indécis. Visiblement tourmenté, il quitte enfin la tente, sans dire un mot de plus. Fredegar a fait son rapport. Il pense pouvoir s'approcher sans trop de risque de la tente où Jorin est retenu prisonnier. La clairière a été agrandie nonchalamment, il n'y a pas de palissade et les tentes sont proches de la lisière des arbres. Cette tente en particulier n'est pas à proprement parler à l'extérieur du camp, mais en passant de tente en tente, il pense pouvoir y accéder sans être repéré par les deux gardes visiblement somnolents.
Dès lors, il pourrait arriver par derrière et percer la toile de la tente avec son épée roide. Elle est sans doute épaisse, mais c'est jouable. Le hobbit parvient à s'infiltrer dans le camp sans se faire repérer et son plan fonctionne, même s'il lui demande de procéder très prudemment et lentement. Progressant de tente en tente, il gagne l'arrière de celle où Jorin est retenu prisonnier. À l'intérieur, Jorin ne dormait pas. La discussion avec Oderic remontait à quelque chose comme une vingtaine de minutes à peine. Soudain, il voit une lame traverser la toile non loin de lui. Par chance, il n'était pas assis à cet endroit. Il comprend qu'on est venu le sauver. Oderic, peut-être? Non, Fredegar. Le hobbit libère Jorin de ses liens. Il leur faut maintenant quitter le camp. Ça n'est pas un problème pour les discrets compagnons. Ils rejoignent les autres à quelque distance. Jorin remercie chaleureusement Fredegar. Puis le Bardide explique ce qui s'est passé depuis qu'ils ont été séparés. Il livre un portrait exhaustif de Walter et de ses ambitions royales, évoquant au passage son mystérieux conseiller dans sa tente. Jorin a retrouvé Oderic par ailleurs. Il explique ce qui lui est arrivé et ce qu'il lui a raconté. Oderic lui a probablement sauvé la vie, et c'est un jeune homme tourmenté qui sait sans doute tout au fond de lui ce qu'il en est au juste de Walter et de sa bande, mais qui n'ose pas se l'avouer. Il apparaît clairement que Walter compte s'attaquer à Pierreguet. Peut-être est-ce d'ailleurs pour cela qu'il s'est montré aussi protecteur avec Oderic, qui connaît bien les lieux. Et le jeune homme en a peut-être plus ou moins vaguement conscience, lui qui a précisément usé de cet argument pour sauver la vie de Jorin. Il faudrait prévenir Pierreguet et Beorn, mais celui-ci leur a demandé de lui ramener Oderic. En agissant vite, peut-être pourront-ils faire en sorte qu'ils les suivent d'une manière ou d'une autre, de plein gré ou pas. Jorin a la conviction qu'il est encore possible de le convaincre de se rendre auprès de Beorn avec eux, et il sait qu'il sera possible en cas de procès de témoigner en sa faveur si la décision finale appartiendra de toute façon à Beorn, qui a la réputation d'être sévère mais juste. Mais si Oderic fait des difficultés, tant pis pour lui, Agariel notamment ne rechignera pas à l'assommer et l'enlever. Mais dans tous les cas, le temps presse. Ils n'auront probablement pas de meilleure occasion que dans les quelques heures qui demeurent avant l'aube. Au matin ou plus tard, les hors-la-loi se rendront compte que Jorin a disparu avec l'aide de quelqu'un d'extérieur. À suivre.